Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. C'est un rendez-vous hebdomadaire, une tribune offerte donc aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien, donc pour leur permettre de donner leur lecture de cette même actualité à travers des décryptages, des commentaires et des analyses. Alors pour ce dimanche, 4 sujets nous intéressent. Nous parlerons de la promulgation de l'état d'urgence au Burkina et de la sortie médiatique du chef d'état-major des armées françaises. Nous parlerons également de la découverte de missiles français en Libye. Troisième sujet, la crise autour de l'organisation des concours de la fonction publique à session 2019. Et enfin, nous allons parler de sport avec les demi-finales de la CAN 2019, donc qui débute ce soir. Alors, pour discuter de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Sur ce plateau, Dieudonné Zoungana de Aujourd'hui au Faso. Bonjour. Bonjour. Nous avons avec nous Paul Miki Wamba de Ouaga FM. Bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour à tous. Joacin Vokouma de Kasseto.net est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et Aimé Nikema des éditions Sidoya. Bonjour. Cambiré, pardon. Aimé Cambiré. Voilà. Merci en tout cas à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité jeudi dernier pour la prorogation de 6 mois de l'état d'urgence instauré en janvier 2019. Il a été prorogé donc pour permettre aux forces de défense et de sécurité de poursuivre les actions de sécurisation sur le terrain. La demande de prorogation a été faite par le gouvernement. Alors, chers confrères, vous l'avez suivi, c'est une mesure qui était attendue au regard donc du contexte sécuritaire du Burkina. Vokouma. Oui, c'est vrai que ce n'est pas une surprise que l'Assemblée nationale ait prorogé l'état d'urgence à la demande du gouvernement parce que manifestement la situation sécuritaire ne s'est pas vraiment améliorée sur l'ensemble, enfin principalement sur les 14 provinces, mais globalement la sécurité ne s'est pas vraiment améliorée. Donc il fallait encore du temps pour faire le travail, permettre aux forces de sécurité de mener des opérations sur place et en même temps permettre aux autorités administratives de prendre des mesures qu'ils avaient déjà prises, soit par des couvre-feux, soit par des restrictions de liberté d'aller et venir, comme par exemple dans l'Est, où le gouverneur a encore prolongé les mesures sur le couvre-feu. Donc, alors que c'est une zone qui avait été relativement pacifiée après l'opération Otapoano. Mais oui. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'actes violent, donc qui a conduit le gouverneur à reconduire le couvre-feu. Sur les autres parties, le Sahel, que ce soit le Sahel, le Nord, il y a encore une situation qui est très précaire. Donc, ne pas prolonger l'état d'urgence aujourd'hui, ce serait laisser la liberté justement aux organisations terroristes qui sont sur le terrain, qui sèment leur vocation la terreur. Donc c'était une nécessité de prolonger l'état d'urgence. On a vu d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'opposition à cette loi. Ça a été voté à l'Assemblée nationale, oui. Donc c'était comme une sorte de cohésion au sein de l'Assemblée. Paul Miki. Oui, c'est une formalité de mon point de vue parce que tout le monde convient qu'il aurait fallu proroger cet état d'urgence qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2019. D'abord, il est important de rappeler que c'est la loi qui prévoit ainsi parce que lorsqu'il a décrété l'état d'urgence le 31 décembre 2018, le chef de l'État avait donc voulu justement sécuriser le pays, mais vous savez certainement que ce décret n'avait de durée que 12 jours et après on a connu justement une première opération de prorogation à l'Assemblée, cette fois-ci encore parce que c'était 6 mois qui sont épuisés. Donc cette fois-ci, nous sommes en état d'urgence jusqu'au 12 janvier 2020, je crois bien. Oui. Alors, c'est une décision qu'il faut saluer, d'abord venant de la part du gouvernement. Il ne pouvait pas en être autrement quand on est d'accord que la situation sécuritaire au Burkina ne s'est pas améliorée depuis un certain temps, comme l'a dit Vokouma. Maintenant, et là où moi j'ai des inquiétudes, c'est que de janvier à maintenant, nous avons de nouvelles zones, de nouvelles provinces qui sont rentrées en situation d'insécurité qui n'étaient pas prises en compte depuis le départ, avec les 14 provinces qui avaient été initialement identifiées pour justement être concernées par l'état d'urgence. Vous voulez parler de quelle province par exemple? La région du centre-nord. Vous savez certainement que la région du centre-nord, la localité de Kaya,
n'est pas concerné par l'état d'urgence. Je me suis étonné de voir que, avec l'évolution de la situation sécuritaire, les députés n'ont pas associé cela, parce qu'en réalité, on devrait s'adapter à la nouvelle donne sécuritaire. Les 14 provinces ont toutes reconduites. Peut-être que la situation aussi dans cette province ou dans cette ville n'est pas aussi alarmante jusqu'à l'instauration. Oui, peut-être que ça ne vaut pas, ça ne nécessite pas l'instauration de c'est l'état bien d'urgence. possible ce que vous dites, mais nous constatons en tant que citoyens effectivement qu'il y a eu quand même quelques actions terroristes dans cette région. Et à cela s'ajoutent effectivement les conflits communautaires. Vous savez certainement que la région du Centre-Nord, c'est cette région qui abrite des localités tristement célèbres comme Barsalgo, Yirgou, etc. C'est de là-bas qu'il y a justement ces situations, ces conflits intercommunautaires où on n'arrive même plus à faire la frontière entre ces conflits et puis justement les actes terroristes. Donc en réalité, il aurait fallu, de mon point de vue, associer une telle région qui est justement en proie à une certaine stabilité. L'autre chose que je voudrais ajouter, une certaine instabilité, voilà, merci beaucoup. L'autre chose que je voudrais ajouter, très rapidement, c'est que, bon, on parle d'état d'urgence, c'est vrai, il y a également les opérations spéciales comme au Tampouanou Ndoufou que l'on a connu, même si l'opposition propose également Boribana. Il y a également le couvre-feu, comme l'a dit Bokuma, mais il faut effectivement que l'on arrive à militariser les zones qui sont en insécurité, parce que l'état d'urgence n'aura de sens que lorsqu'il y a une présence militaire effectivement dans ces localités en proie à l'insécurité. D'accord, on va voir si votre avis est partagé par Zumrana. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je dois ajouter après ce que les confrères ont dit. Bon, tout juste une petite chose pour dire effectivement, bon, la prolongation de cette mesure sécuritaire-là, bon, était attendue d'autant plus que, bon, la lutte contre le terrorisme, on ne l'a pas encore gagnée, et les zones où vraiment cette action a cours, ces zones-là ne sont pas encore totalement pacifiées. Qui plus est, comme l'a dit Mickey, on a même d'autres zones qui sont venues s'ajouter, comme effectivement, on sent ces derniers mois-là que le Sano, Kaya, Barsalro et autres là, ce sont devenus les épicentres justement de... Bon, je ne sais pas si c'est le terrorisme, c'est le grand banditisme, parce qu'effectivement, la ligne de démarcation n'est pas souvent nette. On ne sait pas si c'est des grands bandits ou bien c'est des terrorisme. Donc, je crois que c'est une mesure de salubrité sécuritaire qui était très attendue. Maintenant, effectivement, il faut renforcer les moyens, il faut renforcer la présence des hommes de défense pour pouvoir... Parce que, bon, on remarque aussi que souvent, comme dans les cascades, je pense, non, ils sont... Bon, souvent, c'est dans les zones même où il y a cette mesure-là, que, paf, un jour comme ça, on a une action dont on n'explique pas vraiment la survenue, parce que tant qu'il y a vraiment ça, on décrète ça et que cette action-là arrive, bon, on ne comprend pas, parce qu'on se dit comment on peut avoir le couvre-feu, comment on peut avoir cette mesure de sécuritaire très, très dure là, et puis il y a encore des troubles là-bas. Paul Mickey parlait tout de suite de renforcement de la présence militaire dans certaines zones. Le sujet a été abordé donc au cours de cette session spéciale là, la troisième je crois, par un député, donc je pense au député maire de Dori, voilà, donc Aziz Diallo, donc qui a demandé mais pourquoi il n'a pas de base en tout cas militaire dans la région, notamment dans le Soum, à Gorgadji et à Arbinda, bon, tandis que voilà, à l'est il y avait eu de... Oui, c'est une demande qui est légitime, mais il sait de quoi il parle en tant que bourgmestre d'une zone incandescente, mais je pense aussi que pour créer une région militaire, c'est vraiment, c'est long, et c'est vraiment, ce n'est pas au pied levé comme ça qu'on crée une région militaire. Il y a déjà la première région militaire qui est à Kaya, bon, et qui a vraiment action qui agit jusqu'à Dori. Mais est-ce qu'il faut peut-être faire un détachement là-bas, mais pour créer une région, bon, ça nécessite beaucoup de moyens, et aujourd'hui, c'est les moyens qui manquent le plus. D'accord. Alors, en tout cas, des députés qui ont regretté aussi l'absence des deux ministres en charge de la sécurité et de la défense lors de cette session spéciale. Peut-être qu'il aurait pu donner plus d'informations, par exemple, sur cette question du député Diallo. Effectivement, je pense que le bourgmestre a son droit d'alerter qu'il y a lieu de sécuriser sa zone. Mais je pense que cela relève plutôt d'une stratégie militaire. Je pense qu'il y a un problème. Moi, j'ai un problème. Comment est-ce que les militaires peuvent s'organiser? Il faut vraiment des gens qui ont la science de la stratégie militaire pour... on peut être plus efficace sans pour autant créer une région militaire. Vous avez vu qu'ici, à l'état-major a été attaqué. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas
de présence militaire, voilà, que le local a été attaqué, mais on comprend ce qu'il dit. Moi, pour revenir un peu à la décision de proroger l'état d'urgence, ça a peut-être l'air simple, mais je pense qu'il y a deux messages. Le premier, c'est de vous dire qu'effectivement, malgré les 2 opérations lancées, à l'Est, et puis au Nord, et puis au Sahel et autres, la situation ne s'est pas améliorée. Ça, le reconnaître, quand même, ça relève un peu le courage. La deuxième chose, c'est de dire qu'il y a quand même un certain durcissement, peut-être, de la lutte contre les terroristes. Parce que lorsque vous voulez mener des opérations de cette envergure, vous avez besoin de sécuriser les populations honnêtes dans leur maison pour pouvoir agir. Et souvent, selon les échos qu'on reçoit, c'est qu'effectivement, il y a des zones, mieux vaut ne pas vous y approcher parce que vous allez être anéantis. Donc c'est un message quand même aussi envoyé aux terroristes que, bon, on ne rigole pas du côté du Burkina Faso. D'accord. Alors, et sur l'absence des ministres en charge des questions sécuritaires et de défense, comment vous avez trouvé ça? Ils ont été représentés par le ministre en charge de la justice, je crois. Oui, qui a même dit qu'effectivement, il y a des résultats qu'il ne pouvait pas communiquer publiquement et que si l'Assemblée saisissait l'exécutif à travers peut-être une demande formulée, l'exécutif pouvait leur fournir. Moi, je ne pense pas que c'est un problème. Ce n'était pas l'occasion de mobiliser tout le gouvernement pour répondre. Je pense que le gouvernement demande à ce qu'on lui permette, parce que l'état d'urgence aussi, c'est certaines facilités offertes à l'exécutif pour pouvoir agir sans recourir à chaque fois. D'accord, on va voir si Paul Miki partage votre avis. Je pense que c'est un vieux débat, l'absence des ministres prioritairement concernés par les questions. Je pense que les députés l'ont toujours demandé. D'ailleurs, sous feu Salif Diallo, je me rappelle effectivement qu'il avait interpellé le gouvernement sur le fait que très souvent, certains ministres se faisaient représenter pour des questions qui ne relevaient pas de leur département. Donc, c'est un débat qui n'est pas nouveau. Mais pour le cas justement de la prorogation de cette loi, moi, je me dis quand même que tout était parti pour que la loi soit adoptée et c'était ça l'essentiel. D'ailleurs, en plus de l'absence des ministres concernés. Donc on n'avait pas besoin de la présence... bon, je me dis, voilà, il n'y avait pas cette importance, même si les députés ont voulu comprendre, c'est-à-dire le bien fondé justement de cette demande à proroger l'état d'urgence. Mais en réalité, aussi bien côté gouvernement qu'aussi bien côté Assemblée nationale et même dans le grand public, tout le monde convient qu'il aurait fallu proroger l'état d'urgence. Donc, c'est comme je l'ai dit au début, c'était comme une forme de formalité. D'ailleurs, vous allez remarquer qu'au-delà de l'absence de ces premiers ministres concernés, c'est-à-dire défense et puis sécurité, il y a eu également dans les débats qui se font, les discussions qui se font avant l'adoption de la loi, le KJDS avait convoqué un certain nombre d'acteurs et qui ne sont même pas venus, justement. Je pense que c'est ressorti dans les documents. Ils se sont contentés d'écouter certains acteurs parce qu'il y en a qui ont été invités, ne sont même pas venus. Donc, pour moi, l'explication que l'on peut donner ici, c'est que, bon, on est tous d'accord qu'il faut proroger l'état d'urgence. Ce sont des formalités. Dans tous les cas, ça va être prorogé. Et puis, bon, on passe à autre chose. L'essentiel, c'est que cela soit mis en œuvre efficacement sur le terrain pour venir à bout de l'insécurité. Voilà. Votre position sur ça. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait réagir. Oui, moi, je voulais ajouter que c'est vrai, ce n'est pas un examen de passage pour les premiers ministres, je veux dire les ministres concernés. Je dis premier ministre, à ne pas confondre avec le tout premier ministre. Donc je pense qu'il y a un problème qui a été posé et que bon, l'exécutif demande un peu qu'on proroge l'état d'urgence. Ça ne nécessitait pas que forcément le ministre de la Sécurité ou le ministre de la Défense soit là en personne. Et pour les questions militaires, je pense que souvent aussi c'est bien qu'on n'expose pas tout. D'accord. Voilà, en tout cas, il y a eu... Le ministre René Bangoura a été clair. Si vous voulez toutes les données, vous n'avez qu'à nous solliciter formellement. Peut-être voilà, de façon confidentielle, on va vous le livrer parce que quand vous parlez comme ça, ça fait le tour du monde. D'accord. Il y a eu en tout cas tout de même un petit exposé, notamment sur le bilan donc, de cette mesure exceptionnelle de l'état d'urgence. C'est un bilan peut-être que vous avez vu. Zoungrana, qu'est-ce que vous pensez de ce bilan? Il y a certains députés qui l'ont trouvé, en tout cas qui l'ont qualifié de vague et de très léger. Je pense notamment au député Yaya Zoungrana. Bon, qui est de l'opposition, qui est du CDP. Bon, n'empêche qu'effectivement, quand on fait un bilan, il peut être mitigé selon qu'on se trouve de part ou d'autre de la ligne de fracture concernant le sujet. Mais bon, effectivement, bon, pour beaucoup, en tout cas la lutte contre le terrorisme, là, que ce soit Octopanou ou bien Dofou, bon, ces opérations-là, le bilan est mi-figue, mi-raisin. Par contre, bon, le gouvernement quand même estime que, quelque part,
bon, il y a eu quand même les lignes qui ont bougé. Bon, on n'en est pas, comme je le dis, à une circonscription du terrorisme, à un terrorisme résiduel, c'est-à-dire de petit. Le terrorisme est toujours là, mais le gouvernement estime quand même. Mais moi, personnellement, je pense que quand même les lignes ont un peu bougé. Ce qu'il faut regretter, et là, on tombe un peu dans la loi sur la presse, le code pénal, tout, c'est vouloir que, bon, quand... Là, on n'a pas été vraiment bien sûr que quand il y a une action terroriste, que la presse peut-être traite ça peut-être en une ligne concernant, ou bien qu'on passe dessus parce que nous faisons l'apologie du terrorisme. Là, je pense que ça, c'est parce que la communication de guerre aussi, bon, c'est aussi une façon de gérer la guerre. On va rester sur le bilan, oui. Oui, que l'opposition estime que le bilan est léger, pas assez solide, c'est possible. Mais vous savez, c'est un sujet délicat que nous débattons, sur lequel nous débattons ici aussi à longueur de journée. C'est un peu gênant parce que c'est un sujet très sensible qui touche à la sécurité. Vous vous rappelez, lorsque le chef d'état-major a fait le bilan de l'opération Outapoano, il a dit qu'il ne donnerait pas de chiffres. Sur notamment le nombre de terroristes qui avaient été neutralisés ou tués. Oui, parce que bon, ce sont nos frères, ce sont des Burkinabés aussi, et qui sont mêlés dans les actions terroristes et qui ont ici été victimes de cette, qui ont été neutralisés par l'opération Outapoano. Donc, est-ce qu'il faut, même à l'Assemblée nationale, vous savez, il y a la radio du Parlement qui retransmet les même débats, la télévision nationale. La télévision nationale aussi, les débats. Donc, il n'y a pas que les Burkinabés mobilisés contre le terrorisme qui écoutent. Tout le monde écoute, y compris les terroristes, à commencer même par les terroristes. Donc, déballer comme ça les résultats, le bilan de façon détaillée, ça peut être contre-productif. Je pense pas que ça soit... Mais comme le ministre a dit, je pense que dans un rendez-vous restreint, c'est tout à fait le droit de l'Assemblée nationale, des parlementaires, d'avoir un bilan détaillé sur ce qui se passe, sur le bilan détaillé, et sans que ça soit mis sur la place publique, parce que ce n'est pas forcément une information à mettre sur la place publique. D'accord. Alors, on est très pris par le temps, Paul Miki, je suis désolé. Il y a un sujet qui est lié donc à ce dont on vient de parler, la sécurité, parce que c'est dans ce contexte justement qu'on a vu donc cette sortie médiatique du général François Lecoindre, donc, qui est le chef d'état-major des armées françaises, qui s'exprimait justement sur la situation sécuritaire donc au Sahel. Alors, je cite ce qu'il a dit: si on n'est pas là, si on part demain, et si avec les Européens qui nous accompagnent dans la gestion de cette crise très grave, nous n'agissons pas, ces pays s'effondreront sur eux-mêmes. Le terrorisme s'y développera de façon incontrôlée, pourra éventuellement gagner et s'exprimer ensuite en France et en Europe. Et par ailleurs, on connaîtra des phénomènes de migration absolument phénoménaux. Fin de citation, pardon. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces propos du chef d'état-major des armées françaises, Paul Miki? Alors, chez nous, on dit que quand le caïman sort de l'eau, il dit que le crocodile est édenté, on ne peut que l'écouter. Alors moi, de mon point de vue, ça pose le problème des accords internationaux que l'on a en matière d'armée. Vous savez que tout n'est pas rendu public. Si la France s'exprime ainsi, certainement qu'elle a des raisons de le dire. Ce n'est pas seulement le cas du Burkina, c'est le cas également des forces spéciales françaises qui se retrouvent dans d'autres pays comme le Mali. Et on n'a pas tous les contours de ces protocoles qui sont signés. Maintenant, il y a également que la France est beaucoup avancée en matière de renseignement, il faut qu'on arrive à l'avouer, et que les chefs d'État africains ont ouvert justement leur chancellerie à la France qui a justement une certaine longueur d'avance sur tout le monde. Donc en réalité, de tels discours comme ça, on ne peut que accorder du crédit à cela. Mais en même temps, ce que je voudrais ajouter, c'est que ça pose un problème de la présence des militaires français dans nos pays, parce que il a été démontré à un moment donné que c'est leur présence effectivement qui attire d'ailleurs les terroristes, surtout les groupes armés internationaux. Et quand on a eu des attaques terroristes qui ont été revendiquées, quelque part il a été clairement dit que le Burkina, le Niger, le Mali ou d'autres pays soutiennent justement la lutte contre le terrorisme à l'échelle internationale. C'est pour ça qu'on a des bases militaires de l'étranger sur nos pays, la France également les États-Unis. Donc l'un dans l'autre, cela peut s'expliquer. C'est comme un serpent qui se mord la queue. Plus on a de présence militaire sur nos sols, plus on peut être la cible d'attaques terroristes. Et également, le retrait éventuel peut effectivement, comme l'a dit le chef d'état-major des armées françaises, conduire à un chaos
imminent. Voilà. Est-ce que vous pensez donc à ce chaos-là? Ça veut dire que si demain, les différentes bases militaires françaises, Barkhane et tout ce qui s'ensuit, en tout cas, lèvent le camp, est-ce qu'on va vraiment s'effondrer? Et c'est la question que beaucoup de gens se posent. Et si on te demande également, est-ce que c'est pas parce que les Européens continuent de vendre des armes à l'État islamique et à des groupes terroristes que le phénomène perdure dans le Sahel? Zungrana. Alors, bon, restons toujours dans le verbatim du chef d'état-major français. Il y a des jeunes frères qui, voilà, les propos, oui, bon, en français facile, les oui. propos qu'il a annoncés sur CNews. Je pense d'abord qu'on peut faire trois lectures pour répondre à votre question, trois lectures de cette sortie du patron des armées françaises. Premièrement, en fait, il donne des informations sur ce que fait Barkhane depuis le 1er octobre 2014, parce que quand même c'est une continuation de Serval. Ce que fait Barkhane, et c'est surtout ce qu'elle ne fait pas, c'est des informations. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour intervenir, quand la France doit intervenir sur un théâtre d'opération extérieure, c'est quand même, on n'en prend pas la Hollande avant de prendre, vous savez, c'était pas si facile. Parce que en tout cas, j'aurais appris qu'entre le 8 janvier et le 11 janvier 2013, date du déclenchement de Serval, en tout cas le téléphone a pleuré entre l'Élysée et puis l'hôtel de Brienne, c'est-à-dire entre la présidence française et puis le ministère de la Défense, parce que les militaires se disaient, est-ce qu'il faut rester là, parce que les djihadistes étaient à Kona, et ils se dirigeaient vers Bamako, et c'est à Sévaré qu'on les a arrêtés. Donc, c'est d'abord pour donner des informations sur ce que fait Barkhane, cette sortie. Deuxième lecture, je pense que c'est pour quand même prendre un peu le contre-pied, parce que j'avais dit ici de ceux qui estiment que, bon, justement, les 4000 soldats tricolores ne font rien, et j'avais dit ici que la sortie de notre ministre de la Défense trouvera peut-être un jour une réponse. Bon, on y est par petites touches, en tout cas la France va répondre pour dire, bon, on dit qu'on ne fait rien, mais voilà, si on quitte, ça ne sera pas facile. Bon, troisièmement, je pense aussi que le général a voulu aussi mettre du bémol. Barkhane n'est pas vraiment le bon Dieu, il arrive et puis en un trait de plume, et la guerre est finie. Et il a même parlé que cette guerre-là, c'est une guerre, c'est une situation systémique. Il a parlé du mot systémique, c'est-à-dire qui englobe la situation dans le Sahel, ça englobe un problème de développement, de gouvernance politique, et ce n'est pas la France qui va venir d'un trait de plume chaud. Donc, cette sortie-là, maintenant, on rejoint encore ce qu'on a dit lors du premier sujet. Est-ce que la présence de Barkhane, bon, apporte quelque chose, oui ou non? Je dis oui. Maintenant, je rejoins Miki, il faut savoir qu'est-ce que nous avons signé le 17 décembre 2018 là, parce que le président du Faso allait signer un accord de défense. Qu'est-ce que dit, que stipule, quels sont les linéaments de cet accord-là? On saura. Si la France est là, c'est parce que nous l'avons demandé. Il y a 800 soldats allemands au Mali. Il y a des Américains. Et il a dit que si les Européens quittent le Sahel, ces pays s'effondreront. Je crois que quand même, il sait un peu de quoi il parle. J'ai toujours dit, patriotisme pour patriotisme, le chauvinisme c'est bien, mais faisons attention parce que souvent, bon, on dit oui, on ne veut pas des Français, on marche partout, mais entre-temps, quand ça chauffe, on les appelle, on dit venez à notre secours. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. D'accord. Alors, voilà. Est-ce que ça, la France, nos pays en tout cas, peuvent faire face donc à ces attaques répétées des terroristes? Bon, sur l'opération qui a consisté à stopper les terroristes qui descendaient sur Bamako, stopper à Sévaré, c'est vrai. C'est une décision. Vous vous rappelez, c'était le président Doukoundé qui était le président. Officiellement, c'était à sa demande, c'est lui qui a envoyé le courrier. À l'Élysée pour intervenir. La vérité, c'est que ce n'est pas lui qui a écrit le courrier. Le courrier a été écrit dans l'état-major français. Bon, ça, on va pas rentrer dans ces détails. C'est dans un livre. Non, c'est dans un livre. C'est dans un livre. Je dis, c'est dans un livre qui a été publié et qui est dans les librairies. Moi, j'ai suivi un documentaire aussi
aussi dans lequel on disait que la lettre, en tout cas, venait je crois que le journal Bamako. Le Nouvel Observateur m'a confirmé que c'est Traoré qui a écrit la lettre. Voilà. Bon, donc, C'est un débat, on ne va pas rentrer là-dedans. Et puis, oui. Allez-y. Donc là, l'intervention, évidemment, ça a permis de stopper les terroristes et d'éviter que Bamako soit pris et que le pays entier ne soit pris. Puis, il y a eu la suite des opérations qu'on a connues. Mais quand il fait cette déclaration, il faut... c'est des déclarations qu'il faut comprendre, essayer d'expliquer ou d'interpréter de façon à plusieurs dimensions. Vous savez que l'opinion africaine n'est pas très favorable à la présence des forces étrangères dans les pays africains. Ça, c'est connu. Que ce soit les activistes, les associations de la société civile, des opposants, quand ils ne sont pas encore au pouvoir, tout le monde dénonce cela. Et ce genre de propos peut viser justement à justifier ou en tout cas à faire accepter facilement par l'opinion la nécessité non seulement des forces étrangères dans nos pays, mais mieux du renforcement de ces forces présentes, de ces forces-là. Et vous savez bien, c'est une lecture qui est faite. Ces forces présentes, ces forces ne sont pas là juste pour assurer la sécurité des pays africains. Oui, mais justement, quand on voit la déclaration, on comprend que c'est d'abord pour défendre ou protéger l'Europe contre le terrorisme parce que si le phénomène. Si le Sahel qui est une digue 7, ça risque de déborder sur la France et l'Europe. Il l'a dit aussi. Il le dit. Il le dit. Donc ils sont là pour eux-mêmes d'abord, d'une certaine façon. Oui, ça rappelle un ancien ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Douce Blazy, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Les affaires pas si étrangères, et dans lequel il explique que aller mener des opérations à l'extérieur, c'est protéger soi-même les Français, parce que ce qui se passe à l'extérieur va arriver chez eux si rien n'est fait. Mais quand on regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que le cordon libyen saute. Le cordon libyen saute pour que tout explose. Quand il parle d'immigration, Kadhafi avait signé un accord avec l'Italie pour bloquer justement l'immigration à partir de la Libye. Bon, la mort de Kadhafi a tout fait sauter. Donc, les vagues d'immigration qu'on a connues avec une ampleur assez forte, ça vient en partie de ça. Maintenant qu'ils disent que les forces se retirent, les États vont s'effondrer, moi je n'en sais rien. Il a certainement des informations. Mais est-ce que vous y croyez? Voilà, ça veut dire que nos armées comptent pour du beurre, que nos gouvernements n'apportent pas grand-chose dans la stabilisation, dans la lutte contre le terrorisme, ce qui est assez, à la limite méprisant pour nos États, pour nos gouvernements. C'est pas faire du chauvinisme. Et nos armées également. Et nos armées également. Je veux dire, si nos armées aussi croisent les doigts et ne font rien, je ne sais pas sûr que... Il y a une complémentarité. Et je suis un peu gêné qu'ils tirent la couverture sur la France, avec 4000 soldats présents. C'est de savoir si nous y croyons. Je pense que vu de Ouagadougou, on ne peut pas croire à ça. Et il a dit, c'est-à-dire que c'est dire que l'état-major du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, tous ces gens-là du Mali également. Voilà, leur action ne compte qu'à travers l'action des Européens. Alors autant qu'ils se retirent pour qu'ils continuent de nous débarrasser des terroristes. Mais la question, c'est de savoir si la France doit se retirer. Et là encore, je le rejoins. Il faut dire que lorsque la France a mobilisé la communauté internationale pour intervenir en Libye, je pense que la Russie s'était mise de côté en estimant qu'effectivement la Libye était un verrou. Et que si vous faites sauter, si vous créez l'instabilité, on ne pourra plus maîtriser la sécurité de toute cette région. Mais la France de Sarkozy a quand même mené l'opération, a destitué, a fini par faire assassiner le guide libyen. Et puis, les armes de l'armée libyenne s'est retrouvées au Sahel. La France a suivi jusqu'au Mali. Lorsqu'on parle de l'arrestation de cette colonne terroriste qui fonçait droit sur Bamako, ben la France c'est un devoir d'arrêter parce que la France sait sa responsabilité dans la déstabilisation de ces régions. Donc pour moi, dire que non seulement je ne crois pas à ça, mais il faut dire que la France n'a pas à quitter. La France a terminé sa guerre qu'elle a commencé en Libye avant qu'on ne fasse le bilan. D'accord. Dernière réaction sur le sujet. Moi je pense que Barkhane a essentiellement deux missions, il faut dire. Quand Barkhane commençait, c'est appuyer les forces armées de la sous-région.
dans la lutte contre le terrorisme. Et deuxièmement, empêcher la reconstruction des sanctuaires terroristes. Voilà les deux missions assignées à Barkhane. Maintenant, effectivement, quand le patron des armées françaises dit cela, c'est vrai que ce n'est pas... ça n'élève pas nos armées de la sous-région, parce que quand même c'est un peu à la limite pour dire si on n'est pas là, bon, les armées africaines n'amènent pas là. Mais est-ce que c'est pas la réalité? Voilà, quand on regarde même chez nous ce qui s'est passé lors de l'attaque de la mine dans le Soum, oui, il a fallu que le président demande l'intervention des Français pour stopper. Effectivement, bon, quand on est un peu chaud, un peu patriote, on prend ça, c'est quand même, ça fait mal. Parce que, bon, donc la France n'a qu'à quitter et puis on va voir si on va s'effondrer. Mais moi, je pousse la réflexion plus loin. Il faut aussi... Mais pourquoi nous voulons que les Français viennent faire la guerre à notre place? Qu'est-ce qu'on donne? C'est nous qui avons demandé. C'est nous qui avons demandé à venir nous aider. Attendez, je finis. Vous aider, c'est différent. Oui, non, mais c'est finalement, c'est pratiquement ça, parce que on veut que quand on prend les propos de notre ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'avec les drones, les mirages autres français, la France aurait voulu terminer cette guerre-là qu'elle l'aurait fait depuis longtemps. Je résume en substance. Mais pourquoi la France va terminer cette guerre? Pour nous, qu'est-ce que nous donnons en contrepartie? J'ai dit ici, la guerre c'est un business. Nous on est là dans notre show, on dit non, pourquoi la France fait ci? Mais qu'est-ce que nous avons en contrepartie? Parce que c'est les mêmes qui vendent les armes, la France vend les armes. Mais pourquoi elle va venir se faire tuer ses soldats et utiliser son carburant? Parce que Barkhane coûte 1 million d'euros par mois. Donc il y a tout ça aussi que quand on analyse, il faut en tenir compte. Au lieu, c'est bien de dire ah non, s'ils veulent, ils n'ont qu'à quitter. Mais moi, et là, ce n'est pas même qu'au niveau des Africains qu'on est divisé, même au niveau des responsables français. Si vous regardez rapidement, je termine là-dessus, la sortie du général Clément Bollet, qui a été patron de la Licorne. Lui, il a dit, il prend le contre-pied carrément du général Leclerc. Lui, il dit que ça soit G5, Barkhane, on n'a qu'à débarrasser le plancher parce que c'est une descente aux enfers. Il sait aussi de quoi il parle. Donc, sur ces opérations-là, on est divisé. Bon, parce on est pris par le temps. Chacun a pu s'exprimer sur cette question. On va rester toujours dans les questions de sécurité et puis parler de l'actualité internationale avec cette découverte de missiles français en Libye. L'information a été révélée par le New York Times. Des missiles anti-chars de l'armée française ont été découverts, en tout cas au mai des forces pro-Marshal Haftar en Libye. La France n'a pas démenti l'information et affirme que ces missiles en question étaient hors d'usage. Alors, on est toujours dans le même sujet en réalité. Donc, alors, quelle est votre réaction? Merci, M. Sagno. J'aurais souhaité terminer oui, mais ça, c'est sujet, parce que lorsque vous abritez à votre sein des armées étrangères, vous ne pouvez plus vous défendre. Ça fragilise de fait votre armée. La France a pu plus ou moins contenir. Les États-Unis ont pu contenir un peu les attaques terroristes, parce que sur le sol américain, sur le sol français, il n'y a pas de force étrangère, beaucoup plus armés que vous. Bref, c'est nous qui avons demandé de venir. C'est bien de venir, mais c'est... Nous avons signé des... Oui, c'est le Burkina qui a... Nous avons signé des accords pour que nos pays soient colonisés. Mais comment ça s'est passé? Bon, ça, on va rentrer dans la colonisation, ça va être pour le moment, c'est nous qui avons demandé à la France de venir. Voilà, et le 17 décembre, le 17 décembre, vous l'avez demandé. Vous l'avez demandé. Souvent même les accords sont signés sans que le peuple ne soit... Bon, mais là, vous rentrez dans un débat. Quand le président du Faso va signer un accord, il engage le pays. Quand on est plus fort que vous, on vous impose. Quand le président du Faso va signer un accord de défense, ça engage le pays. On va laisser ça. Comment ça se passe? Donc tout le reste, c'est Kambiré qui a la parole. S'il vous plaît, Kambiré a la parole donc pour parler de cette affaire de missiles. On ferme un peu ce chapitre. Ça montre un peu la position un peu ambivalente de la France. Parce que la France soutient quand même le gouvernement de l'Union à travers les Nations Unies. Mais d'autre côté, je pense que la présence de ces missiles français vient confirmer quand même le soutien que la France apporte aussi à l'autre aile de la rébellion,
qui est quand même Haftar. Alors la France dit que ce n'est pas des missiles qui ont été envoyés directement aux forces pro-Haftar, que c'est des missiles qui se sont retrouvés là-bas pour servir à défendre un détachement donc, qui était en Libye pour le renseignement dans le cadre de la lutte contre les terroristes. Mais je vous rappelle qu'il y a 3 soldats qui ont perdu la vue au cours d'un accident d'hélicoptère à l'est de la Libye, une zone contrôlée par Haftar. Je vous rappelle aussi que lorsque Haftar, en tout cas, elle était hospitalisée au moins 2 semaines en France. Voilà. Et ensuite, découvrir comme par miracle ces missiles qu'on voulait détruire, qui sont hors d'usage dans la zone contrôlée par ce même général, je pense que quand même, la France ne peut pas... Vous pensez, comme en tout cas le gouvernement internationalement reconnu, que la France joue double jeu dans c'est le jeu des intérêts. C'est le jeu des intérêts, comme il a dit ça, on le connaît. Mais on revient, c'est le jeu des intérêts que la France essaye de jouer pour ne pas perdre. Je ne sais pas si jamais le général Haftar prend le dessus, ben c'est leur allié. Si c'est au niveau de Tripoli qu'on arrive à inverser la tendance, c'est leur allié. La France joue ses intérêts. D'accord. Paul Miki, comment vous analysez cette situation? Il faut d'abord dire que la Libye, c'est un pays divisé. Tout le monde le sait depuis 2015 pratiquement, où il y a 2 camps, 2 organisations qui se réclament justement la tête de l'État. Maintenant, je crois que cette découverte doit être quand même très gênante pour la France parce que tout porte à croire que c'était une manigance qui était un peu cachée et que ça a été découvert comme ça. Maintenant, cela explique d'ailleurs le fait que la ministre française des Armées a multiplié justement les explications en disant qu'il s'agissait de missiles qui étaient hors d'usage et ensuite des missiles qui n'étaient pas entre les mains des forces libyennes pro-Haftar et également pour dire effectivement que c'était justement une opération, ensuite une opération de lutte contre les terroristes. Alors lorsque on dit comme ça, effectivement on peut comprendre cet appui mitigé, cet appui voilé de la France justement à cette partie de la Libye, mais je pense que ça va au-delà de cela et ça va d'ailleurs au-delà de ça quand il y a débat parce qu'on sait quand même que comme Cambiré l'a dit, dans cette affaire de la Libye, la France joue double jeu, peut-être opposé un peu à l'Italie qui a pris position effectivement pour les forces officiellement reconnues, l'organisation officiellement reconnue par les Nations Unies notamment. Donc en réalité, je crois que c'est une affaire qui n'a pas encore dit son dernier mot. Sans doute que le débat va se poursuivre, que la France va peut-être une fois reconnaître son appui officiellement justement aux forces pro-Haftar. Ce qui n'a pas en tout cas été fait jusqu'à présent. Là, on a des explications qui ne nous convainquent pas. Ok, vous aussi vous n'êtes pas convaincu par les explications de Florence parler? Oui, j'ai écouté les explications, c'est un peu pathétique. On a d'abord dit que c'était destiné à l'autoprotection d'un détachement militaire français. Puis on a dit que c'était des missiles hors d'usage. Je veux dire, si ça peut servir à protéger les gens, ça ne peut pas être hors d'usage. On devrait même les détruire. Voilà, bon, c'est des missiles américains qui avaient été achetés en 2011 et qui étaient destinés à l'Afghanistan. Donc, c'est revenu en France et on ne sait pas comment ça s'est retrouvé en Libye. Manifestement, d'après ce qu'on a appris, c'est une opération qui aurait dû rester secrète, peut-être menée par la direction de la sécurité extérieure française. Donc, mais l'opération a été, vous voyez, sur place, il y a plusieurs puissances qui se disputent le terrain et que le New York Times sorte cette information-là, c'est pas non plus fortuit ni anodine. Mais Haftar, c'est un allié de la France, ça c'est connu. Même si officiellement la France ne dit pas qu'on soutient Haftar avec des armes. Oui, mais c'est l'homme de la France. Il est reçu à l'Élysée au même titre que le président Fazer el-Sarraj, au même niveau de responsabilité, de traitement diplomatique, tout a été reçu à l'Élysée. Et Jean-Yves Le Drian, quand il était ministre de la Défense, a noué des relations très personnalisées avec Haftar, parce qu'il considère que ça c'est une analyse qui est très globale pour les pays, nos pays là. C'est pas des pays qui sont très prêts pour la démocratie. C'est bien ce qui s'est passé en Égypte, c'est un exemple à suivre. D'ailleurs, l'Égypte est un allié, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, qui sont les alliés de Haftar, que la France aussi, avec lesquels la France aussi entretient de bonnes relations. Et on prend le prétexte de la lutte contre les islamistes qui seraient dans le camp du gouvernement d'union nationale, justement pour apporter le soutien à Haftar. Mais dans cette affaire, ça a été dit, je termine, c'est un problème d'intérêt.
je me rappelle bien, au lendemain de la chute de Kadhafi, un ancien ministre du commerce français, Pierre Lelouch, il était allé sur place, il était furieux parce qu'il avait constaté que les grands contrats pétroliers avaient été signés dans les autres pays, mais que les Français n'avaient pas eu grand-chose. Donc c'était un peu... Alors que c'est eux qui avaient fait le boulot, le sale boulot, donc c'était un peu une sorte de course contre la montre. Et là, comme l'a dit Miki Romba, chacun prépare l'après-guerre. Si Haftar gagne, bingo. Si c'est le gouvernement intérimaire avec le soutien des autres pays qui gagnent, bingo. Avec eux également. C'est comme les opérateurs économiques dans nos pays, ils financent les grands partis politiques. On va pas ouvrir ce chapitre. C'est un parallèle, je veux dire, c'est un calcul d'intérêt. Ils financent les grands candidats. Celui qui gagne, si c'est le candidat de l'opposition qui gagne, bingo. Si c'est celui qui est au pouvoir qui gagne, bingo. On est dans la même logique au niveau des États. Et bon, il faut prendre ces révélations-là comme telles. Évidemment, la France ne peut pas dire que ces missiles sont là pour soutenir Haftar. D'accord. Dernière réaction, Zunga. Oui, je pense que depuis, comment dirais-je, depuis l'éclipse totale et définitive de l'astre de la Jamaïria, Kadhafi, la communauté internationale, bon, quand même, veut quand même rentabiliser ce qu'elle a créé, cette communauté internationale qui est un tic du langage. Je reprends le terme d'un ministre français des Affaires étrangères, et Hubert Védrine, parce que la communauté internationale, c'est quoi? C'est un langage qu'on emploie les OSC, et puis les droits de l'homme, et puis nous, les médias. Sinon, c'est quoi? C'est les Américains, c'est les Français, c'est les Russes, c'est les voilà. Donc, cette communauté internationale, depuis la disparition du guide, bon, veut quand même rentabiliser le service après-vente. Donc, bon, or, pour vraiment rentabiliser, il faut pacifier le pays. Et pour pacifier le pays, il faut un homme fort, à l'image d'un Idriss Déby au Tchad. Et aujourd'hui, cette communauté internationale voit Haftar, l'homme fort vraiment qui peut, et la France n'est pas en reste. Aujourd'hui, elle essaie de faire le grand écart entre l'Est et l'Ouest. C'est une équidistance qui est très difficile à tenir, parce que ce grand écart-là, entre l'homme de l'Est, qui est Haftar, et l'homme de l'Ouest, qui est reconnu justement à Sarraj. Voilà. Mais les deux mais les deux ont été reçus en France. Il y a eu même un sommet le 25 juillet 2018 à Celles-Saint-Cloud, où Macron a tenté d'arrondir les angles entre les deux. Il n'a pas pu. Mais aujourd'hui, quand même, on cherche un homme qui va faire chorus de toutes les tribus bédouines là, pro ou anti-Kadhafi, pour quand même commencer à vraiment à exploiter le pétrole, à vraiment à rentabiliser ce qu'ils ont perdu. Or, jusqu'à présent, dans cette situation de chien-lit là, on ne peut pas le faire. Donc, c'est ça. Mais la présence de ces missiles, bon, c'est la ruelle politique. La France dit non, c'est des missiles qui étaient là pour protéger des experts en renseignement. Mais ces missiles étaient hors d'usage. Bon, des missiles hors d'usage, comment? Bon, la pilule a été enrobée, mais quand même, malgré ça, elle est difficile à avaler. Mais on comprend. Mais sinon, aujourd'hui, même le gouvernement officiel de Tripoli sait que tant bien que mal, la France roule un peu pour Haftar, mais elle ne peut pas le dire parce que c'est le gouvernement reconnu par tout le monde, c'est le gouvernement officiel. Mais je pense qu'au finish, et je l'ai écrit dans un éditorial, il faut qu'entre les deux hommes, il y a un qui doit s'éclipser. C'est la réelle politique, mais Sarraj et Haftar, il faut qu'un disparaisse pour qu'on puisse vraiment... Pourquoi pas un accord politique bien, qui permettra... ça va être difficile parce que la guerre totale qu'on craint est déjà là. Vous voyez qu'Haftar même a bombardé un camp de réfugiés où il y a eu près de 40 morts de nos pauvres d'Afrique. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a deux hommes forts et il ne peut pas avoir deux hommes forts. Un homme, il est toujours fort seul. Donc il faut qu'il y a un des deux là, il faut qu'un des deux s'éclipse. Bon, ça c'est selon en tout cas votre analyse. Hein. On va poursuivre ce débat et puis revenir au Burkina Faso avec les concours de la fonction publique qui ont finalement été lancés par le gouvernement. Alors l'organisation de ces concours était à l'ordre du jour de la conférence de presse du syndicat national des gestionnaires des ressources humaines et de l'administration publique. Alors pour que ce syndicat qui observe un mouvement d'humeur depuis plusieurs semaines, le ministre a
contourner donc les gestionnaires des ressources humaines pour élaborer les communiqués des concours et il faut, en tout cas selon le syndicat, s'attendre à une organisation, je cite, calamiteuse avec des risques énormes de fraude. Qu'est-ce que vous pensez en tout cas de cette crise qui couvre au sein du ministère de la fonction publique depuis maintenant quelques mois, si on peut le dire? Paul Miki. Alors, je comprends déjà que le syndicat soit en mouvement d'humeur pour revendiquer de meilleures conditions de vie, ce qui est normal. D'ailleurs, il n'est pas le premier. Maintenant, je constate effectivement que le gouvernement a dû contourner les GRH pour organiser, pour élaborer le communiqué par rapport au concours direct. Maintenant, il faut peut-être se mettre du côté du grand public, c'est-à-dire les jeunes diplômés qui attendaient impatiemment que ce concours soit lancé pour comprendre effectivement qu'il aurait fallu le faire parce que le gouvernement avait justement cette pression, il faut organiser le concours par tous les moyens. Alors, lorsqu'on revient sur la conférence de presse du syndicat, on peut être inquiété effectivement. Lorsque le syndicat dit qu'il faut s'attendre à ce que l'organisation soit chaotique, il faut s'attendre à ce également qu'il y ait des fraudes massives. D'ailleurs, le syndicat en a profité pour dire qu'il y a de plus en plus de recrutements hors loi, c'est-à-dire les mesures nouvelles où on recrute de façon avec beaucoup de complaisance dans la fonction publique. Ce sont des choses qu'il faut effectivement dénoncer. Maintenant, dans tout ça, moi je pense simplement qu'il aurait fallu organiser ce concours contre vents et marées parce qu'il faut donner leur chance aux jeunes qui attendent. Est-ce que vous comprenez donc en ce moment la décision du gouvernement et du ministre qui a contre vent et marée, en tout cas contourné les gestionnaires des ressources humaines pour lancer ces concours? C'est bien ce que je suis en train de dire. Je comprends cette décision du gouvernement parce que si le concours n'était pas lancé, on allait avoir cette pression d'un certain public, notamment les jeunes qui attendaient justement que ce concours doit lancer parce que nous, on est bien placés. Et pour savoir que de voix s'était levé de plus en plus pour demander en tout cas des comptes au gouvernement par rapport à ce concours qui constitue un rendez-vous important pour la jeunesse burkinabé. Beaucoup de gens fondent leur espoir sur cela. Maintenant, et comme le syndicat l'a dit aussi, il faut éviter qu'il y ait justement ces fraudes-là. On espère que déjà si votre avis est partagé suffisamment bien géré autour de la table. Vous partagez l'avis de Paul Miki? Oui, mais en fait, on pose encore le problème global de l'autorité de l'État. Moi, j'aimerais bien que le gouvernement saisisse la justice pour qu'on dise exactement ce que c'est qu'un mouvement d'humeur. Juridiquement, c'est quoi? C'est quoi juridiquement? C'est la parade peut-être trouvée par les syndicats pour contourner. On ne dit plus qu'on est en grève. Oui, mais bon, peut-être qu'il y a un vide à ce niveau. Oui, mais il faut qu'on sache ce que c'est. Où on est en grève, qui est un droit reconnu par la Constitution. Et on va en grève en respectant la loi, toutes les procédures, avec toutes les conséquences que ça implique, puisque quand on est en grève, on n'est pas payé les jours de grève, c'est le syndicat qui rembourse la différence. Ou bien on travaille. Ça fait plusieurs mois dans plusieurs services qu'il y a des mouvements de grève, d'humeur, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et là, les concours de la fonction publique justement sont pris en otage par ces mouvements d'humeur. Est-ce que le gouvernement qui a devant lui des milliers de jeunes qui attendent de tenter leur chance pour décrocher le premier emploi va reculer ou bien va trouver les moyens pour que ce concours-là se passe de façon correcte? J'ai entendu parler de réquisition, mais il semble que les syndicats disent qu'on ne peut pas réquisitionner quelqu'un qui n'est pas en grève. Bon. Donc ils sont en grève. Je veux dire, si on peut réquisitionner quelqu'un qui n'est pas en grève, eh ben, à mon avis, il faudrait qu'il se mette à la tâche et que ce concours soit organisé. Oui, mais est-ce qu'il faut tous les moyens comprendre justement ce syndicat qui dit que le gouvernement a pris des engagements vis-à-vis d'eux pour l'amélioration de leurs conditions de vie et que jusqu'à présent le gouvernement ne veut pas s'exécuter entre griffes et mettre en application les accords qui ont été signés avec le syndicat. Non, ça c'est la bataille classique dans tous les pays entre les syndicats et le gouvernement. À quel niveau d'exécution ou du respect des engagements doit-on passer le curseur pour dire que bon, on peut avancer, quitte à obtenir ce qui n'a pas encore été obtenu, ou bien il faut obtenir tout d'un seul coup. Je n'en sais rien, c'est une question d'appréciation et de rapport de force. Mais je dis que sur ce sujet-là, comme d'ailleurs sur le sujet qui avait concerné les agents du ministère des Finances, l'opinion regarde le gouvernement. Parce que ne pas organiser ces concours-là, c'est créer une situation sociale
qui va venir... assez difficile. Voilà, difficile, qui est une situation qui est déjà difficile. Et là, on va encore à rajouter une couche. Et je ne sais pas si les jeunes n'arrivent pas à faire... oui, mais justement, vous faites bien d'évoquer le Minefid. D'aucuns disent que c'est parce que il s'agit des GRH et que ce n'est pas des questions de finances qui sont engagées, que le gouvernement est parvenu, entre griffes, voilà, à contourner sans régler le problème avec les syndicats donc, du ministère en charge des Finances. On a réglé le problème. Et là, on veut faire sans les travailleurs qui sont en charge de la question. Comment vous voyez ça? Que d'un autre côté, le gouvernement doit prendre les travailleurs au sérieux. Et de l'autre côté, il faut que les travailleurs sachent qu'il y a plusieurs façons de manifester. C'est-à-dire, lorsque les GRH sont en mouvement, effectivement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tout le monde est en grève, d'abord. Et lorsque vous dites que le gouvernement a contourné, ce n'est pas le ministre ni seul qui s'est assis et qui a organisé ce qui a été lancé. Autrement, il y a des GRH qui ont continué à travailler. Et il faut tenir compte. Et que donc, ça montre que peut-être au sein du mouvement, il y a des gens qui soutiennent aussi le gouvernement. C'est ce que ça veut dire. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un mouvement d'humeur soit l'équivalent de boycott total d'arrêt des activités. Mais on a vu que c'était le cas lorsqu'il n'y avait pas de réseau au ministère de l'économie et des Finances. Le gouvernement n'a pas pu contourner la mesure et puis on est allé aux négociations. Ils ont dû faire, on ne va pas, c'est pas ça le débat. Oui, mais c'est une question de comparaison puisque c'est tous des travailleurs de la même fonction publique. Je suis d'accord, je reviens, c'est pour ça que je dis, deuxième point, il faut que le gouvernement sache aussi prendre les employés ou les travailleurs au sérieux. Je pense qu'il y a eu un protocole qui a été signé en 2017 où on permettait qu'ils aient accès à des indemnités de responsabilité financière et qu'ils aient accès à des indemnités de risque et de bien d'autres. C'est un protocole qui a été signé et on attend, comme les autres protocoles, que ça soit mis en œuvre. Et maintenant que le gouvernement a pu lancer, malgré le mouvement d'humeur, moi je pense que peut-être c'est le moment, peut-être propice, pour continuer à explorer les solutions et à trouver vraiment un terrain d'entente. C'est le ministre de la Communication. Oui. Le gouvernement a donc dans son droit quand même de lancer. C'est possible. De faire un forcing à je pense que là, Kambira a raison. Dans cette épidémie de grève, il y a les préfets, les GSP, les administrateurs civils, les DRH, les centres. Bon, je pense aussi. La presse aussi a mis son grain de sel. Bon, je crois que quand même dans cette épidémie de grève là, il faut quand même que l'État fonctionne. Il faut que l'État fonctionne. D'autant plus que même le lancement de ces concours-là a pris du retard. Parce que ces dernières semaines, on entendait, et même à l'Assemblée, on a vu qu'il y a des députés qui ont commencé à donner la voix, que pourquoi, et même les opposants, que pourquoi il y a un tel retard sur l'organisation de concours. Certains même disent que le gouvernement, soupçonnait le gouvernement de vouloir annuler ces concours. Le gouvernement a dû sortir pour dire non, il y a du retard, mais les concours... Est-ce qu'il faut attendre que les GRH là finissent leur mouvement de grève avant de lancer? Je dis non, l'État quand même doit continuer à fonctionner. Maintenant, c'est vrai que si on veut faire un parallèle avec, comme vous le faites, bon, vous avez été un peu persifleur, vous voulez qu'on compare les agents du Minefid. Mais les agents du Minefid, je l'ai dit sur le plateau, eux, ils tenaient un pouvoir, et c'est là où ça fait mal parce que c'était quand même ça bloquait toute l'administration. Or, bon, il y a des grévistes aujourd'hui, si vous grévez, bon, on peut un peu vous contrôler. C'est ça aussi. Donc, je pense que l'État a eu raison quand même de lancer ces concours et ce n'est pas ceux qui ont fait. Maintenant, il faut veiller à ce que ces concours-là se passent selon les règles de l'art, qu'il n'y ait pas de fraude et autres. Et là, c'est une autre paire de manches. D'accord. Alors, on va fermer ce chapitre et puis, en 5 minutes, on parler très rapidement de sport. C'est assez rare sur ce plateau, mais actualité oblige. Alors, les demi-finales de la CAN, ça commence aujourd'hui. On aura 2 matchs. Il y a les Lions de la Teranga du Sénégal qui seront opposés donc aux Aigles de Carthage. Alors, sans peut-être être spécialiste des questions sportives, est-ce que vous pensez que les Sénégalais ont une chance, en tout cas, d'aller à cette finale? D'abord, ce dernier carré, bon, on voit que quand même c'est l'Afrique de l'Ouest contre le Maghreb. Voilà. Donc, et là, il y a déjà un challenge, il y a déjà un derby qui est là. Mais bon, moi je pense que comme ce matin j'écoutais
l'ancien international zambien, Kalusha Bwalea, sur une chaîne de télé qui disait que ce sont des individualités qui vont faire vraiment ces demi-finales-là. Mais je pense que quand même les poulains de Aliou Cissé ont leur chance, d'autant plus que ça fait depuis quand que depuis 2002, voilà, que les Sénégalais ne sont même pas, n'ont jamais remporté. Et vraiment, ils vont se donner les moyens, mais il faut faire attention quand même aux équipes maghrébines qui ne sont pas venues ici aussi pour regarder le rectangle vert. Donc je pense que, comme l'a dit Kalusha Bwalea, ça va se jouer sur des individualités et puis un peu aussi l'expérience. Bon, ça va se jouer sur un peu des détails parce que souvent, je n'aime pas souvent les matchs de demi-finale ou de finale parce qu'il n'y a pas la beauté du jeu, il n'y a pas les rebonds, il n'y a pas le football champagne, comme dirait quelqu'un. Il n'y a pas le football champagne parce qu'il y a trop de calculs, mais je pense que le meilleur va gagner et le Sénégal a objectivement des chances, mais ils n'ont qu'à faire attention aux équipes maghrébines. D'accord. Est-ce que vous partagez l'avis Kambiré de... Oui, il faut plutôt craindre parce que les équipes maghrébines la sont fortes. Tunisie également l'a démontré pendant donc, les quarts de finale face à Madagascar. Bon, peut-être que ce qui était l'équipe, on allait à dire... cette étape, c'est comme les outsiders, la Tunisie et puis peut-être les aigles du Nigeria. Qui sont comme des gens, on n'y attendait pas à cette étape. Le Nigeria, c'est un géant, mais compte tenu de pas mal de préoccupations, quand le Nigeria arrive, on compte toujours pas sur le Nigeria. On sait qu'ils ont des joueurs, mais on se dit qu'ils vont encore nous décevoir. Voilà, donc ça peut être surprise, mais il faut craindre les équipes maghrébines parce qu'ils ont tendance à pourrir les matchs. Voilà, et comme il a dit, on risque d'assister à des non-matchs. Voilà, avec des victoires, mais ce que nous attendons à cette étape, on voit que les dans équipes cette équipe, ne vont pas se lâcher. Non, ils peuvent se lâcher, mais courir avec des provocations, des choses que nous, spectateurs, on n'a pas forcément besoin. Mais je mettrai mon petit caillou sur le Sénégal. Voilà, pour tout ce que cette équipe représente. Nigeria, Algérie plutôt. Vous penchez pour quelle équipe? Moi, je vois le Sénégal à la finale. Je vais laisser les commencer pour les... D'accord, de donner qu'il n'a pas donné. Bon, oui, le Sénégal. Moi, je vois à la finale le Sénégal et contre l'Algérie. Maintenant, bon, moi je n'aime pas les pronostics parce que dévorer entre griffes les aigles du Nigeria. Est-ce que c'est votre avis? Non, moi dans une vie passée j'ai joué au foot, mais je n'ose pas faire des pronostics. Mais des quatre, celui qui m'a le plus impressionné, c'est l'Algérie. Ils ont un fond de jeu, ils ont une équipe collective avec des individualités. Et quand on regarde les 2 derniers matchs qu'ils ont livrés, c'était sans commentaire, c'était impeccable. Et c'est vrai, le Sénégal n'a jamais gagné la coupe, ça peut être une motivation supplémentaire pour les joueurs parce que c'est pas tous les jours qu'on joue une demi-finale d'une CAN. Voilà, je m'arrête là, je ne fais pas de pronostic. Oui, mais on a vu votre regard, vous misez plus sur l'Algérie, qui est un bon jeu selon vous. Paul Miki, en 30 secondes. Déjà dire en 30 secondes que c'est une belle CAN qui est en train de se terminer, une CAN sur 24, et puis on a vu des surprises comme Madagascar et puis le Bénin. Maintenant, pour arriver au carré d'âge, je crois que c'est une belle perspective, surtout quand on prend le match Nigeria contre l'Algérie. Ces deux équipes se connaissent très bien pour s'être affrontées à plusieurs reprises, en tout cas à cette étape de la compétition. Maintenant, ça vous va misez certainement... sur quelle équipe? Alors, ça va certainement bien se passer. J'ai mis évidemment sur le Nigeria pour ce match-là. Et de l'autre côté, sur le Sénégal, évidemment. Donc, je rêve d'une finale. Vous voulez une finale ouest-africaine, Sénégal, Nigeria, c'est bien ce qu'on souhaite. Oui, ici, la régie de cette CAN-là, le niveau... Pour moi, le niveau n'a pas été à la hauteur de mes attentes parce que j'ai l'impression que les joueurs sont arrivés, ceux qui jouent dans les championnats étrangers, sont arrivés fatigués et ils sont tous bataillés depuis longtemps pour que la CAN ait lieu en janvier, décembre, parce qu'ils sont prêts. Éviter j'ai aussi donné le programme le dieu Salah est tombé sur la tête. Le dieu Salah est tombé sur la tête. Oui, bien sûr, les pays organisateurs qui a été éliminé donc avant
cette demi-finale. Voilà, donc c'est tout pour cette émission. Merci en tout cas à vous pour votre participation. Je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Faso, Paul Miki Rwamba de Ouaga FM, Joacin Vokuma de Kasseto.net et puis Aimé Kambiré des éditions Sidoya. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain si Dieu le veut.